Dans l'horreur, tout commence souvent par un objet interdit, un grimoire, un artefact, un tabou. Un fragment de matière qui semble anodin, mais qui cache en réalité un gouffre. Chez Lovecraft, c'est le Necronomicon, un livre imaginaire, mais si bien écrit qu'il paraît réel. Un recueil de savoirs impies où s'entassent des secrets interdits sur des dieux anciens, des rituels indicibles, des vérités que l'esprit humain n'aurait jamais dû affronter. Un livre qui, rien que par son existence, suffit à faire vaciller la raison. Sam Raimi reprend ce principe avec Evil Dead, là encore un livre maudit, mais cette fois relié en peau humaine, couvert de symboles occultes et de croquis cauchemardesques. Un simple volume poussiéreux, oublié dans une cabane perdue au fond des bois. Et pourtant, il n'attend qu'une chose, qu'on l'ouvre, qu'on lise ses mots interdits et qu'on déchaîne l'enfer. Mais là où Lovecraft érigeait son Necronomicon en monument sacré de l'horreur, Raimi décide de briser le mythe. Au lieu d'en faire une icône intouchable, il choisit de rire avec, et de rire de l'horreur elle-même. Car Evil Dead 2, c'est à la fois un film d'épouvante et une comédie burlesque. Le grimoire n'est plus seulement une menace, il devient le point de départ d'un délire visuel et sonore, où l'horreur vire au grotesque, où la terreur se confond avec le rire. Raimi transforme le sacré en farce, la peur en jeu de massacre cartoonesque. Et c'est précisément pour ça qu'Evil Dead 2 est devenu l'un des films les plus marquants de l'histoire du cinéma d'horreur. Parce qu'il ose s'affranchir des codes, parce qu'il réinvente le mythe de l'objet maudit, non pas en le vénérant, mais en le tournant en dérision. L'horreur au cinéma est née avec les exorcismes et les démons. Avant que les prêtres en soutane affrontent des forces invisibles, l'épouvante s'est d'abord incarnée dans des créatures tangibles, des figures de cauchemar qu'on pouvait voir, toucher, craindre. Dans les années 20 et 30, l'âge d'or du cinéma expressionniste et des premiers studios hollywoodiens, l'horreur prend la forme de monstres. Nosferatu, Frankenstein, Dracula, ce sont eux qui posent les bases de l'imaginaire collectif. I am Dracula. Des silhouettes inoubliables, des visages figés dans la lumière et l'ombre. À cette époque, l'horreur n'est pas seulement une histoire de peur, c'est un mythe visuel, une iconographie qui traverse les générations gravée dans la pellicule comme dans la mémoire. Dans les années 50, le ton change. Le monde a survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais il vit désormais avec une autre angoisse, la guerre froide. La bombe atomique, la menace invisible d'une destruction totale, et forcément le cinéma s'en empare. Les peurs ancestrales laissent place aux peurs modernes. La science incontrôlée, la technologie qui échappe à l'homme, l'ennemi invisible derrière le rideau de fer. Des secours volantes suspendues par des fils, des costumes de monstres en caoutchouc, des décors qui tremblent au moindre courant d'air, mais ça marche. Ces films jouent sur le spectaculaire, sur le choc visuel, même quand les moyens manquent. Et c'est précisément de cette contrainte que naît un nouveau genre, la série B. La série B, c'est du cinéma fauché, tourné vite avec des effets bricolés et une écriture parfois minimale. Mais c'est aussi une incroyable liberté. Pas de gros studios pour brider l'imagination, tout est permis, des histoires délirantes, des créatures improbables, des scénarios qui flirtent avec le ridicule, mais qui marquent leur époque. Car à travers leur exagération, ces films traduisent des angoisses d'une génération. L'horreur, à ce moment-là, n'est pas encore un drame psychologique, c'est avant tout un spectacle. Un feu d'artifice de monstres, de cris, de frissons, une façon populaire, accessible et parfois maladroite de mettre en scène les peurs de son temps. Mais à partir des années 70, quelque chose change. Jusque-là, l'horreur était surtout une affaire de monstres en caoutchouc, mais soudain le genre commence à attirer des cinéastes ambitieux qui voient en la peur non plus seulement un divertissement, mais un langage artistique à part entière. En 1973, L'Exorciste choque le monde entier. Ce n'est pas seulement un film d'épouvante, c'est un événement culturel. Les spectateurs s'évanouissent dans les salles, les églises s'en indignent, les journaux en parlent comme d'un scandale. Pour la première fois, un film d'horreur devient un phénomène de société. Quelques années plus tard, en 1978, John Carpenter signe Halloween. Avec un budget minuscule, il invente quasiment le slasher moderne. Le tueur masqué, la musique synthétique, la caméra subjective qui
traque ses victimes, tout est là. Et surtout, Carpenter prouve qu'avec une mise en scène millimétrée, on peut transformer un film fauché en une œuvre culte. Puis, en 1980, le grand Stanley Kubrick s'attaque à Shining. Là, l'horreur franchit un nouveau cap, on quitte le simple terrain du jumpscare pour plonger dans une expérience psychologique presque philosophique. L'hôtel Overlook devient un labyrinthe mental. La folie de Jack Nicholson, un miroir des ténèbres humaines, l'horreur ici n'est plus seulement un cri, c'est une œuvre d'art totale. En quelques années, dans les années 70 donc, les genres passent du statut de cinéma de série B pour ados à celui de cinéma noble. On ne parle plus seulement des sursauts et des monstres, on parle de mise en scène, de profondeur, d'auteur. L'horreur devient alors un terrain d'expérimentation où les plus grands réalisateurs peuvent s'exprimer et montrer le pire de l'être humain. Et c'est dans ce contexte qu'un jeune cinéaste du Michigan, Sam Raimi, débarque avec un film minuscule mais explosif, Evil Dead. Un budget ridicule, environ 350 000 $, un tournage infernal perdu au fond des bois où les acteurs dorment dans une cabane glaciale, mais Raimi transforme ses contraintes en moteur. Là où il n'y a pas d'argent, il mise sur une inventivité démente. La caméra traverse la forêt comme un esprit invisible, elle se jette sur les personnages, elle se déforme, elle tourbillonne, le montage nerveux crée une expérience quasi hallucinée. Et par-dessus tout, le gore explose à l'écran. Membres arrachés, fluides visqueux, démembrements grotesques, rien n'est épargné au spectateur. Le résultat est brutal, choquant, totalement dénué d'humour. À la sortie, Evil Dead n'est pas seulement un film d'horreur indépendant, c'est un électrochoc. Un vrai cauchemar filmé et une preuve qu'avec du culot et de l'imagination, même un cinéaste fauché peut marquer l'histoire de l'horreur. Et là, 6 ans plus tard, Sam Raimi revient avec une suite. Mais attention, Evil Dead 2 n'est pas une suite classique, c'est pas vraiment la continuité du premier, mais plutôt une relecture, une sorte de remake déguisé. Raimi reprend la même histoire, mais la transforme en un spectacle complètement déjanté. Dès les premières minutes, on comprend que le ton a changé. Ash, le héros rescapé, n'est plus seulement un étudiant piégé dans une cabane, il devient une figure de cartoon, un personnage de Looney Tunes perdu dans un cauchemar sanglant. Son propre corps se retourne contre lui, sa main est possédée, le frappe, l'insulte, le torture, jusqu'à ce qu'il soit obligé de la couper lui-même. Et plutôt que de sombrer dans le drame, Raimi en fait une scène d'une absurdité jubilatoire. Le sang ne coule plus, il jaillit en geyser, éclaboussant les murs, le plafond, jusqu'à noyer littéralement l'écran. Les viscères deviennent une peinture grotesque, presque abstraite, la violence poussée à l'extrême bascule dans le comique et surtout, Ash devient une véritable icône, chemise déchirée, visage couvert de sang et de sueur, tronçonneuse greffée au bras et fusil dans l'autre main, il incarne à la fois le guerrier ultime et le clown pathétique. Héros malgré lui, il concentre tout l'esprit du film, un mélange de badass et de ridicule, d'horreur et de farce. Avec Evil Dead 2, Raimi ne fait plus de l'horreur pure, il invente un nouveau langage, une parodie assumée, un carnaval sanglant, un délire visuel où le spectateur rit autant qu'il frissonne. Ce n'est plus seulement un film d'horreur, c'est une comédie gore, un opéra grotesque qui redéfinit ce que peut être le genre. Ce que fait Evil Dead 2, c'est de briser un tabou. Jusqu'ici, l'horreur avait deux visages bien distincts. D'un côté, le pulp un peu kitsch des années 50 avec ses monstres géants et ses soucoupes en carton. De l'autre, l'horreur noble et sérieuse des années 70-80, celle de Kubrick et de Carpenter, qui se voulait adulte, profonde, presque sacrée. Mais Raimi, lui, fusionne les deux. Il reprend l'ambiance glauque, démoniaque, étouffante du premier Evil Dead et il y injecte une énergie de cartoon, de slapstick, de burlesque, des gags visuels dignes d'un Tex Avery. Résultat, le spectateur ne sait plus comment réagir, faut-il frissonner devant les démons ou éclater de rire devant Ash qui se bat contre sa propre main. Cette confusion est volontaire, c'est elle qui fait la force du film, car Evil Dead 2, c'est la désacralisation de la peur. L'horreur n'est plus un rituel solennel, une messe noire devant laquelle on reste figé de terreur, c'est un terrain de jeu, une fête sanglante où tout est permis. On peut rire du démon, on peut rire du sang, on peut même rire de la mort. Et en faisant ça, Raimi change les règles, il prouve que l'horreur n'est pas
un genre figé, mais un espace de liberté totale où on peut mélanger les tons, briser les codes et transformer la terreur en pur spectacle. Ce basculement va influencer tout un pan du cinéma. Sans Evil Dead 2, pas de Brain Dead de Peter Jackson avec ses litres de faux sang qui inondent l'écran, pas de Shaun of the Dead qui mélange zombies et comédie romantique, pas même de Scary Movie qui parodie les codes horrifiques jusqu'à l'absurde. Bref, sans Raimi, pas d'horreur comique assumée. Aujourd'hui, Evil Dead 2 est cité comme une référence par des cinéastes du monde entier. Tarantino, Peter Jackson, Edgar Wright ou encore Robert Rodriguez. Tous reconnaissent dans le film une leçon de mise en scène, une audace créative qui a marqué leur propre cinéma. Parce qu'Evil Dead 2 a ouvert une brèche, il a montré que la peur n'est pas condamnée à être solennelle, que l'on peut rire d'un geyser de sang comme d'un gag visuel, que le grotesque et le terrifiant peut coexister dans un même souffle, et surtout, il a prouvé que dans un film d'horreur, on peut rire aux éclats une seconde et hurler la suivante. Un grand écart qui, encore aujourd'hui, reste la signature d'un cinéma aussi libre que déchaîné.